considérable sur le nouvel ordre mondial. On nous le présente en général comme quelque chose de sympathique, un grand progrès pour l'avenir. Il n'y aura pas de guerre parce qu'il n'y aura plus qu'un seul gouvernement. Les biens du monde entier sont répartis très équitablement entre tous les peuples, etc., etc. Or, c'est pas ça du tout. Le gouvernement mondial, l'ordre mondial qui s'annonce, le gouvernement mondial, c'est un véritable goulag. C'est bien plus que le gouvernement mondial supprimant simplement les souverainetés nationales. C'est un nouvel ordre du monde, qui s'appelle Novus Ordo Seclorum. La formule qui figure sur le site des Illuminés de Bavière qui a été repris par l'État américain sur son billet de $1. Novus Ordo Seclorum, nouveau dans tous les domaines, politique, social, moral, économique, culturel, religieux. Alors, cet ordre est en cours de réalisation en appliquant la fameuse formule maçonnique Ordo ab chaos, c'est-à-dire on ne peut arriver à un ordre nouveau si ce n'est à travers un désordre savamment organisé. Il y a peu de description de ce nouvel ordre mondial, de ce que sera la vie, une fois en tous les citoyens du monde, une fois l'ordre nouvel ordre mondial installé. Il y en a quand même une qui, dans un document qui s'appelle le Nouvel Ordre des Barbares, que j'ai été amené à résumer et dont je vais vous présenter le contenu. C'est un document très intéressant qui montre bien que ce nouvel ordre mondial affecte directement nos vies quotidiennes. Ce n'est pas uniquement une affaire politique. Tout sera changé, les mœurs, les rapports entre les générations, le traitement des adultes, la manière dont on traitera les vieux, etc., etc. Et nous avons à ce sujet-là un document assez extraordinaire qui s'appelle le New Order of Barbarians, qui s'appelle le Nouvel Ordre des Barbares, dont j'ai un exemplaire en anglais ici, on peut le trouver d'ailleurs sur Internet assez facilement. C'est un document très curieux. En 1969, ce document remonte aux années 69, du moins le contenu. En 69, il y a donc maintenant 43 ans, 42 ans, le docteur Richard Day, personnalité bien introduite dans le milieu mondialiste, ce que les Américains appellent un insider, un homme de l'intérieur, un homme au courant, c'était un médecin pédiatre qui a fait une conférence à un groupe de médecins pédiatres américains pour les initier au projet mondialiste. Son but était il avait une certaine amitié pour ces médecins pédiatres, c'est leur dire voilà ce qui va vous arriver, vous avez tout intérêt à le connaître à l'avance, comme ça vous pourrez réagir de manière plus intelligente. Et la conférence qu'a fait le docteur Richard Day a été résumée dans un document intitulé The New Order of Barbarians, qui a été fait par un médecin catholique américain qui assistait à cette conférence, le docteur Dunegan, et qui s'est rendu compte que tout ce qu'il parle dans les choses qu'avait annoncé le docteur Day dans sa conférence, il a vu, en l'espace de 20 ans, il avait vu se réaliser une grande partie du programme. Alors il s'est dit, c'est sérieux, il a mis par écrit ses souvenirs de cette conférence. Et ce document est assez crédible parce que si vous le prenez en 2011, et puis en 1988, c'est-à-dire 40 ans après, c'est encore beaucoup plus extraordinaire de voir à quel point le docteur Day a décrit ce qui a été réalisé aujourd'hui. Donc, on peut considérer que ce document est très crédible parce que si ce qu'il a annoncé a été réalisé, mettons pour 70% des cas, les 30% non encore réalisés risquent de se réaliser, il y a des grandes chances que ce soit véridique. Il n'aurait pas pu imaginer ce qui s'est vraiment passé en le prophétisant 30 ou 40 ans à l'avance. Que dit ce document? Il décrit essentiellement le type de société correspondant au nouvel ordre mondial et répondant aux questions suivantes. Que deviendront dans cette société la religion, la loi, la famille, l'éducation, les mœurs, les modes féminines, la vie privée? Comment ils sont traités les personnes âgées? Comment ils sont traités les rapports entre les différentes générations? Quelle marge de liberté aurons-nous pour avoir des enfants, pour nous soigner, pour nous nourrir, pour voyager? Quel type de musique, quel type de distraction nous seront proposés ou imposés? Ce sont des questions très précises qui s'apportent à la vie quotidienne et qui montrent quelle sera la vie quotidienne dans l'optique du nouvel ordre mondial. Donc c'est un document qui peut paraître assez curieux comme origine, mais qui est crédible du fait qu'il a été réalisé au trois quarts
et que le dernier cœur a des grandes chances d'être tout à fait véridique. Nous avons donc, avec ce document, une préfiguration de ce que sera le mondialisme dans la vie quotidienne des gens. C'est ça le sujet qui nous appelle. Parce que les gens croient beaucoup trop, que je me répète, que le mondialisme est essentiellement une affaire politique, qui ne touche pas directement, alors que ça les touchera directement dans leur vie quotidienne, comme nous le verrons dans cet exposé. Alors j'en ai fait un extrait, j'en ai porté une trentaine d'exemplaires, je vous conseille de l'acheter, parce que comme ça vous aurez une trace écrite de la réunion. Dans cette petite brochure qui est avec une couverture rouge et une couverture blanche, intitulée Le Nouvel Ordre des Barbares, document d'origine américaine sur le projet mondialiste. Donc vous aurez une trace écrite, les exemplaires sont derrière, au fond de la salle. Dès le début, le docteur Day fait une déclaration. Il a dit qu'il était tout à fait libre de nous parler comme il le faisait, ce groupe de médecins pédiatres, parce que, disait-il, maintenant tout est en place et maintenant personne ne peut nous arrêter. Ça m'a rappelé une déclaration qu'a fait Sarkozy il y a 3 ou 4 ans, je crois, au club des ambassadeurs, mais j'ai pas pu, bêtement, je n'ai pas réussi à retrouver le titre exact de Sarkozy. Mais Sarkozy disait à peu près la même chose en disant le mondialisme arrive et personne ne pourra se le. Elle est sur Internet. Oui. Oui. Après avoir dit qu'il était libre de parler comme il faisait, il a demandé quand même aux gens qui étaient là de ne pas utiliser leur magnétophone, de ne pas prendre de notes, parce qu'il voulait quand même que ça reste relativement restreint à son groupe de camarades pédiatres. La première idée sur laquelle il insiste, c'est l'idée de changement. Les gens devront s'habituer, dit-il, à l'idée de changement, si habitués qu'ils s'adapteront à ces changements, rien ne sera permanent. Et les commentaires qu'a fait le docteur Dunégan, nous aboutirons donc à une société où les gens sembleront n'avoir ni racines, ni point de repère, et accepteront passivement les changements parce que ce sera tout ce qu'ils auront connu. Ils seront tellement habitués au changement que ça ne les surprendra plus. Là, nous voyons tout de suite une idée fondamentale qui est contraire et à l'ordre naturel et à l'ordre catholique. Le changement, dans une certaine mesure, mais pas systématiquement. Il faut garder la stabilité dans la vie. En matière religieuse, il n'y a forcément pas de changement. Il n'est pas souhaitable qu'il y ait des changements, ni sur le dogme, ni sur la morale, ni sur la liturgie, etc., etc. Dans la vie sur le plan naturel, il ne faut pas qu'il y ait de changement de principe dans les rapports entre les parents et les enfants, dans les rapports entre les générations, etc. Alors que pour eux, il faut changer, parce qu'il faut déraciner les gens. C'est une idée fondamentale qui est au départ de ce nouvel ordre mondial. Il a montré également qu'il fallait soigneusement distinguer, devant une nouvelle opération politique, un nouveau changement, entre le but réel de ce changement et le but avoué. Et il disait toute chose a 2 raisons d'être. La première, c'est la raison officielle qui rend la chose acceptable au grand public. Et la seconde, la vraie raison, c'est d'établir un nouveau système et d'y évoluer. Donc il y a 2 objectifs. Donc il faut bien faire attention quand on nous présente une explication. Est-ce que c'est le but réel ou est-ce que c'est le but avoué? C'est une question de bon sens. Un des premiers points qu'il a abordé, un deuxième point qu'il a abordé plutôt, c'est la planification de la population control. Là, c'est difficile de traduire correctement le mot contrôle américain qui n'a pas d'équivalent français. La gestion. Gestion, conduite, direction, commandement. Quand on veut traduire conduite de tir, par exemple, en anglais, on dit fire control. Et l'idée que j'ai voulu déclarer, c'est que la population s'accroissait beaucoup trop vite. Le nombre de gens vivant sur la planète doit être restreint. Sinon, nous manquons l'espace vital, disait-il, notre nourriture deviendra insuffisante, et avec nos déchets, nous créerons une superpollution du monde. D'ailleurs, une idée fondamentale du mondialisme, là on a eu l'occasion de parler au cadre de mon groupe avec la famille scolaire, en particulier dans une brochure que j'ai apportée ici qui s'appelle Le mondialisme. Mais il y a des quantités de déclarations depuis les années 1960 de mondialisme, disant noir sur blanc,
qu'il faut réduire la population, le chiffre de réduction varie suivant les individus, ça va de 900 millions à 2 millions, de 900 millions à 1 ou 2 milliards, alors que nous sommes actuellement à 7 milliards. Alors quand vous avez ça dans l'esprit, on comprend beaucoup mieux les articles qui vont suivre. D'abord, la permission d'avoir des enfants. Dans le nouvel ordre mondial, d'après le fameux Dr. Day, les gens n'auront pas la permission d'avoir des enfants sous le prétexte qu'ils en désirent ou qu'ils ont été négligents. La plupart des familles seront limitées à 2 enfants, certains devront se contenter d'un seul, et les personnalités d'élite pourraient aller jusqu'à 3. C'est quand même très intéressant qu'il ait dit ça en 1969, puisque 20 ans plus tard, 10 ans plus tard, pardon, dans les années 80, ce programme a été sorti en Chine. Vous savez qu'en Chine, en général, les Chinois n'ont pas faire un, sauf que c'est moins strict dans les régions agricoles. Mais d'une manière générale, les Chinois ont droit à un seul enfant. Pour en avoir 2, il faut aller le faire à l'État de Hong Kong. Et la Chine est caractérisée par ce fait que depuis maintenant 30 ans, ils appliquent cette politique de l'enfant unique, qui a des caractéristiques catastrophiques, parce que les enfants uniques sont mal élevés et ils ont beaucoup de mal à tenir leurs jeunes. Donc on voit annoncé en 69 ce qui a été fait par la Chine et ce qui est pratiquement annoncé pour le monde entier à l'heure actuelle de manière ouverte. Une nouvelle orientation pour l'activité sexuelle. L'idée fondamentale, c'est que les activités sexuelles doivent être séparées de la reproduction. Elles procurent trop de plaisir pour qu'on puisse s'attendre à ce que les gens y renoncent. Ce n'est pas pratique d'introduire des produits chimiques dans la nourriture ou l'eau potable pour réduire la pollution sexuelle. La sensation, disait le Dr. Day, ne doit pas consister à réduire l'activité sexuelle, mais à l'accroître au maximum, sans que les gens aient des bébés pour autant. Il y aura donc sexe sans reproduction, et grâce à la technologie, reproduction sans sexe, cela se fera en laboratoire. Ce qui était annoncé en 69, et en partie réalisé là, il y a avoir tout ce qu'on fait sur la fibrillation in vitro. L'avortement est considéré comme un point très important dans cette nouvelle ordre mondial. Pourquoi? Parce que c'est un moyen puissant pour maîtriser la population et éviter que la population devienne trop nombreuse. Il sera considéré, alors ça c'était dit en 69, avant toutes les lois sur l'avortement. La loi américaine issue de l'affaire Roe contre Wade est de 1972. La loi Veil en France, si je me rappelle bien, c'est 75. Donc, bien à l'avance, il avait annoncé que l'avortement était une question fondamentale, subventionnée par les impôts pour les ménages qui ne pourraient pas le payer eux-mêmes. Il faisait remarquer que l'importance de développer les cours d'éducation sexuelle à l'école, en faisant cette remarque qui va très loin. Si les cours d'éducation sexuelle à l'école provoquent davantage de grossesses d'adolescentes, il n'y a pas lieu de s'en inquiéter. Pourquoi? Parce que les parents opposés à l'avortement pour des motifs moraux ou religieux changeront d'avis quand leur propre fille se trouvera enceinte. Cela aidera à réduire la pollution à l'avortement. C'est ce qui se passe. Toujours dans ce domaine de la morale conjugale, l'idée de systématiquement autoriser l'homosexualité, c'était une grande nouveauté en 69. Aujourd'hui, ça nous paraît banal, mais c'est quand même quelque chose d'aberrant, une aberration qui est relativement récente. Les gens auront l'autorisation d'être homosexuels, ils n'auront pas à le cacher, tout le monde aura la permission de se livrer aux activités sexuelles comme ils l'entendent, tout sera permis. Autrement dit, on voit une idée systématique de sexualiser la société de manière contre nature. Il insiste beaucoup, le Dr. Day, sur les modes féminins. Et voilà ce qu'il disait. Les modes féminins sont plus stimulantes et provocantes, rappelez-vous que, ça c'est le commentaire du Dr. Denegal, en 69 était l'époque de la mini-jupe. Et le Dr. Day déclara, ce n'est pas seulement la quantité de peau exposée qui rend les vêtements sexuellement plus séduisants, mais d'autres détails, souvent plus suggestifs, des choses comme le mouvement, la cupe, le tissu, etc. Et surtout la phrase qui finit, c'est ce qui est important,
si une femme a un corps attrayant, pourquoi ne le montrerait-elle pas? Autrement dit, les femmes devraient se comporter en prostituée. C'est le contraire absolu de la pudeur, qui est une vertu fondamentale, aussi bien sur le plan naturel que sur le plan surnaturel. Et cette phrase est tout à fait typique de l'état d'esprit de ces gens-là. Si une femme a un corps attrayant, pourquoi ne le montrerait-elle pas? Effectivement, quand on voit les médecines actuelles, on aboutit à ce résultat. 40 ans après. Une des idées clés sur lesquelles il insiste systématiquement, c'est de casser la famille, de lui rendre le bien possible, de faire que la famille soit un bloc beaucoup moins solide qu'elle n'est encore aujourd'hui. On limitera la taille des familles, on a déjà dit que, bon, d'après, il n'y aura pas plus de 2 enfants par famille en général. Le divorce sera rendu facile et répandu. La plupart des gens mariés se marieront plusieurs fois, autrement il y aura systématiquement des divorces. Les gens non mariés résideront dans des hôtels, ils auront même en commun, ça deviendra une coutume, personne ne posera des questions à ce sujet. Autre aspect du problème, et qu'on voit se réaliser très largement aujourd'hui, beaucoup de femmes travailleront hors de leur maison, beaucoup d'hommes de leur travail changeront depuis les voyageront. De ce fait, il sera difficile pour les familles de rester ensemble, les mariages seront moins stables, les gens ont moins d'envie d'avoir des enfants. Et c'est un fait que, entre ce qui s'est passé dans les années 60 et aujourd'hui, la condition de vie des familles, du fait de la profession des pères en général, est souvent difficile, et de très nombreuses familles ne voient leur père que pendant le week-end. Et ça, c'est voulu, c'est organisé systématiquement de nos points depuis 40 ans. L'euthanasie. Pour eux, c'est également très important. L'euthanasie est encore un moyen de réduire la population, entre autres choses. Il soutient le point de vue que personne n'a le droit de vivre au-delà d'un certain âge. Pourquoi? Parce que les vieux ne sont plus utiles. Ils deviennent une charge, il faut qu'ils soient prêts à accepter la mort. Et l'une des idées sera de pousser les gens à dire, c'en est assez, quelle charge pour les jeunes de soutenir les vieux. Et les jeunes pourront alors admettre l'idée d'aider leur père et mère à s'en aller, pour eux que la chose se fasse humainement et avec dignité. Alors, voilà l'exemple qu'il donne, c'est assez caractéristique. On pourrait par exemple organiser une gentille cérémonie d'adieu, une véritable fête. Papa et maman ont fait du bon boulot, et quand la fête sera terminée, on leur fera voler l'huile mortelle, qui s'appelle la décision. Là, on fait la fête. Non, regarde, comme vous disiez, c'est pour ça que je vous conseille d'acheter les textes que je projette sur le soldat, acheter les petites brochures, parce que ça va bien lire, mais il y a un cynisme. Parce que tout ça, c'est dit avec beaucoup de tranquillité, comme si c'était évident. Il y a un cynisme qui est assez effroyable et qui permet de comprendre dans quel esprit ce nouvel ordre mondial est organisé. Le cas des nouvelles maladies. Le docteur Day a annoncé en 1969 que de nouvelles maladies devraient apparaître, difficiles à diagnostiquer, incurables, au moins pendant très longtemps. Il ne s'est pas expliqué là-dessus, mais quand le sida a apparu, quelques années plus tard, le docteur Vinegal pensa qu'une telle maladie correspondait tout à fait à ce qui avait été annoncé en 1969, et il s'est posé la question de savoir s'il n'avait pas probablement été fabriqué en laboratoire. C'est une question qui n'a pas été tranchée, mais il y a une hypothèse qui n'est pas invraisemblable. Autre point sur lequel il insistait, toujours on voit cet objectif de réduire la population par tous les moyens possibles. Le docteur Day disait, nous pourrions à l'heure actuelle guérir presque tous les cancers. La méthode est inscrite dans le dossier du Rockefeller Institute. Peut-être un jour sera-t-elle divulguée. Mais considérez la chose, si les gens cessent de mourir de cancer, la Terre sera très rapidement surpeuplée. Donc comme il ne faut pas que la Terre soit surpeuplée, on bloque la guérison du cancer. Alors ce que dit le docteur Day, vous pouvez trouver le même témoignage, avec la même référence au Rockefeller Institute, dans la déclaration qu'a fait ce cinéaste juif qui s'appelle Rousseau, si vous vous rappelez bien, qui quelques mois avant de mourir a raconté ce que lui avait raconté un Rockefeller qui voulait l'attirer dans son groupe. Qui lui disait effectivement, et le Rockefeller lui a dit exactement, ça se passait il y a 3 ou 4 ans, sur Rousseau, exactement ce que le docteur Day avait déjà indiqué en 1969. Le cancer est un moyen de réduire la population, donc ne guérissons pas le cancer. L'aspect religieux est également assez important.
L'idée, c'est que les grandes religions d'aujourd'hui, il faudra les changer, car elles sont incompatibles avec le changement à venir. Il faut donc faire disparaître les vieilles religions. Et ils se rendent bien compte que la seule religion dangereuse pour eux, c'est la religion catholique. Et il dit ceci: une fois le catholicisme romain éliminé, il sera facile de faire subir le même sort aux autres religions chrétiennes. Et alors, une nouvelle religion pourra être adoptée par le monde entier. Elle incorporera des éléments de toutes les religions anciennes. On retrouve ce projet de religion mondialiste qui a été très bien exposé par Pascal Bernardin dans une conférence qu'il nous a faite dans notre dernière session de l'action communale scolaire qui a été diffusée dans la revue AFS. Mais on revient détruire le catholicisme parce que c'est là l'obstacle fondamental. Une fois qu'il est détruit, le reste marchera tout seul. Certains d'entre nous penseront probablement que les églises n'accepteront pas cela. Se pose la question, les docteurs a ajouté, les églises nouvelles. C'est malheureusement un peu ce qu'on constate. Eh oui. L'éducation. L'éducation restructurée dans l'optique de ce nouvel ordre mondial. Il faudra changer les textes classiques de la littérature. Il y aura donc des versions révisées de Shakespeare et compagnie. Et voilà ce qu'il dit: un lecteur moyen, lisant la version révisée d'un texte classique, ne pourra jamais supposer qu'il y a eu changement. Voilà. Les changements seront conçus pour rendre plus acceptable le nouveau système du nouvel ordre. Oui, ça va très loin, là c'est carrément... Avec M. Luc Châtel, un brillant ministre. Il y a des... Alors on va arriver maintenant à des restrictions assez étonnantes. Dans un premier objet, de planifier l'accès à l'information, c'est-à-dire planifier au sens de restreindre. Il est montré au préalable que les gens sont obligés très tôt à choisir la spécialité dans laquelle ils auront un métier. Une fois qu'ils auront choisi cette spécialité, ils ne pourront plus en changer. Les gens devront avoir de très bonnes raisons pour pouvoir accéder à des ordinateurs ou à des livres qui ne seraient pas directement liés à la spécialité qu'ils ont choisie. Autrement, cela leur serait interdit. Le rôle de l'école ne se limite pas aux jeunes. Il montre très bien qu'il faut une éducation permanente, une éducation durant toute la vie. Les adultes devront aller à l'école, car il y a toujours de nouvelles données à apprendre pour être au courant de ce qui se passe. Et quand les adultes ne pourront plus le faire, ce sera le signe de leur montrer qu'ils sont trop vieux. On aura là un autre moyen pour faire comprendre aux vieux que le temps est venu pour eux de s'en aller et de prendre cette fameuse pilule morte. Oui, oui, le cynisme de tout ça. C'est assez curieux l'attitude qu'ils ont pour les consommations de drogue et les consommations d'alcool. C'est la même chose dans les deux cas. Ils montrent bien que, d'une part, la consommation de drogue sera accrue et facilitée, d'autre part, les lois interdisant les drogues seront renforcées. Et pour eux, ce n'est pas une contradiction. Parce que la disponibilité accrue des drogues créera une sorte de loi de la jungle grâce à laquelle les gens faibles et les gens inaptes seront éliminés. Et donc, ça fait monter les prix aussi. Et les gens qui donnent dans le panneau parce que la drogue est facile d'accès sont des gens qui, pour eux, ne sont pas tellement intéressés, et à ce moment-là, ils s'éliminent eux-mêmes. Pareil pour l'alcool. Les gens qui utiliseront l'alcool d'une manière désordonnée parce que l'alcool est facile d'accès, ils s'éliminent eux-mêmes, on leur relèvera la permis de conduire, et à ce moment-là, ils ne pourront plus vivre. Restriction sur les voyages, là encore, c'est assez strict. Ils constatent que ce n'est pas tout le monde qui est libre de voyager comme on le fait aux États-Unis. Les gens n'ont pas besoin de voyager d'une telle façon, c'est un véritable privilège. Il faudra donc, pour voyager, des permis pour voyager, et il faudra fournir une bonne raison pour justifier le voyage. Oui, donc on voit se mettre en place un espèce de carcan, un véritable goulag dans lequel les libertés fondamentales disparaissent les unes après les autres.
il faudra des permis pour voyager, il fournir une bonne raison pour ce voyage. Le problème des hôpitaux et des prisons. Les gens se rendent compte qu'on aura besoin de beaucoup plus de prisons. Et on sera conduit, comme ce qu'ont fait les soviétiques, à utiliser les hôpitaux comme prisons. Et les nouveaux hôpitaux pourront être conçus de façon à être adaptés à l'usage pénitentiaire. Il montre également que, sur le plan économique, l'idée de manœuvre de ces mondialistes, c'est d'avoir une spécialisation par pays. Tel type de produit sera produit à tel endroit et pas ailleurs. De ce fait-là, des tas de gens pourront perdre leur emploi pour cause de restructuration industrielle. Ils perdront toute possibilité de se recycler sur place. Cela entraînera des migrations de population. Alors pour eux, c'est quelque chose de très favorable. Pourquoi? Parce que ça déracine les gens. Ils ont deux idées fondamentales, donc réduire la population et déraciner les gens qui n'ont plus d'attache, plus de tradition. Ils remarquent que les immigrants, dans leur nouvelle situation, dans leur nouveau pays, perdent leurs racines. Et il est beaucoup plus facile de changer les traditions dans un site qui groupe un grand nombre d'individus transplantés. D'où l'intérêt d'obliger les gens à se transplanter avec cette organisation nouvelle qui conduit à spécialiser chaque pays dans une production donnée. L'un des résultats de ces spécialisations, c'est que l'indépendance mondiale aura tendance à gommer, l'interdépendance mondiale aura tendance à gommer les identités nationales, chaque zone dépendra des autres pour un ou plusieurs éléments de sa vie. Et donc, comme le remarque le docteur Day, nous serons citoyens du monde beaucoup plus que citoyens d'un seul pays, c'est-à-dire détruire la souveraineté nationale. Ça, c'est un objectif bien connu du mondialisme. Éliminer la féminité, tout ça c'est donné dans un ordre. J'ai suivi strictement le document américain. On aurait pu mettre un peu plus d'ordre dans les. Mais on revient sur la question de la famille. Il faut convertir les femmes, les filles à l'athlétisme. Cela remplacera les poupées. Il subsistera quelques poupées, mais on ne fera pas de publicité pour elles, car les filles ne doivent pas penser au bébé ni à la maternité. Donc détourner. C'est pareil, il faut réduire la population. Il ne faut pas qu'on mette des enfants au monde. Il faut donc que les filles ne pensent que à l'éternité et qu'elles pensent à l'athlétisme. Et ils disent que les performances athlétiques des filles seront comparées à celles des garçons, et une fille en grandissant doit penser à devenir une athlète beaucoup plus qu'une mère. Mais c'est l'ordre naturel qui est systématiquement violé, et méthodiquement violé. Les ressources alimentaires, là également, c'est assez curieux. L'approvisionnement en vivres sera très strictement réglementé. Et si l'augmentation de la population ne se ralentit pas, les pénuries alimentaires seront soudain créées pour que les gens se rendent compte des dangers de la surpopulation. Persuader les gens qu'on est trop nombreux dans ce monde, et à ce moment-là, on les met en famille pour qu'ils s'en rendent compte. Finalement, que l'accroissement de population se ralentisse ou non, les ressources alimentaires seront mises sous surveillance centralisée, de sorte que les gens aient assez de nourriture pour bien vivre, mais pas assez pour sustenter un quelconque fugitif qui aurait échappé au nouveau système. Parce que les gens qui ne comprennent pas que c'est le système seront privés de tout, et on s'arrange pour qu'on ne puisse pas les aider, parce qu'on a juste la nourriture qu'il faut pour soi-même et sa famille, mais pas assez pour nourriture des gens qui sont dans des positions illégales. Il insiste, Dr. Day, sur une manière de diriger un peuple. Et là, c'est une des remarques d'ordre politique qui est assez intéressante. On peut très bien savoir comment un peuple raisonnable réagira en présence de certaines circonstances ou de certaines informations. Et pour obtenir de la part du peuple la réaction que l'on souhaite, il suffit d'être à même de créer les données ou l'information qui lui sont présentées, ou de créer les circonstances dans lesquelles il vit. Les gens étant raisonnables feront ce que vous souhaitez qu'ils fassent, même s'ils ne comprennent pas très bien ce qu'ils font, ni pourquoi ils le font. C'est ce qu'on a vu avec le 11 septembre. On a créé un événement, c'est le mythe du 11 septembre, et effectivement, les gens réagissent logiquement en fonction de ce mythe. Parce qu'on a créé les circonstances dans lesquelles ils vivent, on a créé l'information qui leur est présentée. D'où l'importance fondamentale de la maîtrise des médias pour les gens qui peuvent faire ces opérations. Et c'est ce qui a été remarquable dans l'affaire du 11 septembre, c'est que la maîtrise des médias a été totale à l'échelle du monde entier. Il y a que prendre un exemple, on a présenté tout à l'heure
la déclaration du président Cossiga. Alors, en France, il y a eu, à ma connaissance, que trois publications pour parler de ce texte. Il y a eu Riverol, il y a eu la lettre politique de Pocardassac et la brochure avec son premier escalier. Il explique comment mettre en place un nouveau système. Il dit que ce nouveau système, s'il n'est pas mis en place par une coopération pacifique, tout le monde acceptant de renoncer aux souverainetés nationales, sera mis en place en amenant les nations au bord d'une guerre nucléaire. Il faut affoler les gens. Les gens seront très effrayés par la perspective d'une guerre nucléaire, et une hystérie collective étant suscitée par la possibilité d'une telle guerre. Et à ce moment-là, quand ils seront effrayés, ils accepteront sans regret d'abandonner les souverainetés nationales pour avoir la paix à tout prix, et c'est ce qui permettra d'introduire un nouveau système. Usage du terrorisme, là encore, il insiste beaucoup, et ça c'est en 69, dans lequel le terrorisme tel qu'on l'entend aujourd'hui, on ne pensait pas beaucoup. Le terrorisme sera utilisé à grande échelle en Europe et dans d'autres pays. À cette époque, il parle en 69, on pensait qu'il ne sera pas nécessaire aux États-Unis. Mais il pourrait le devenir si ce pays mettait trop de retard à accepter le nouveau système. Un peu de terrorisme aiderait à convaincre les Américains que le monde, en vérité, est un endroit dangereux et qui pourrait l'être si l'autorité n'était pas confiée aux instances compétentes. Donc, utiliser le terrorisme, un des moyens qu'on peut, le terrorisme, fabriquer à l'échelle de ces pouvoirs qui préparent un nouvel ordre mondial. Le terrorisme sera utilisé à grande échelle en Europe. La finance. Là, il fait en 60 des remarques qui correspondent absolument à ce que nous connaissons. Les gens n'auront l'argent liquide que pour les achats mineurs, tous les autres achats étant faits électroniquement. On a commencé à avoir des cartes de crédit en 69, maintenant c'est généralisé. De ce fait, toutes les transactions financières, sauf les transactions absolument mineures, sont enregistrées sur un mémoire ordinateur, ce qui permet à l'État de connaître votre vie dans tous ses détails. Alors, les États n'ont pas encore fait l'utilisation massivement de cette capacité nouvelle qu'ils ont, mais ça permet, effectivement, ça leur donne un moyen de pression fantastique sur les gens à partir du moment où ils connaissent tout le détail, ils connaissent toutes les transactions financières que vous avez faites depuis votre naissance. Alors, ceci était impossible à faire parce que les ordinateurs n'étaient pas suffisamment développés en 69, mais aujourd'hui, avoir la capacité d'enregistrer la totalité des transactions financières, ça ne pose aucun problème technique, il suffit d'avoir le fait pour le faire. Il n'y a qu'à voir ce qui a été fait dans le domaine du renseignement avec le système échoué. Autre aspect assez curieux, on voit toujours le souci de ces gens-là de surveiller les gens, connaître leurs dépenses, savoir ce qu'ils font, savoir ce qu'ils voient, ce qu'ils regardent. Viendra le jour où, quand vous regarderez votre télévision, quelqu'un à l'autre extrémité du système pourra vous surveiller, savoir ce que vous regardez, connaître vos réactions. Cela sera facilité par la télévision à câble, qui n'existe pas, qui commençait à peine à se développer en 69 et qui est maintenant assez généralisé. Le câble donnant effectivement le moyen de transmettre le message de surveillance au central qui doit l'utiliser. Comment mettre en place le système? Il commence par expliquer qu'ils envisagent de le faire en hiver, pendant un week-end un peu prolongé, une période où il y a 3 ou 4 jours de congé. Et donc, au bout de ces 3 ou 4 jours, les gens sauront que le nouvel système est en place et qu'il faut y adhérer, ou signer quand on ne peut pas y adhérer. Quand le nouveau système aura triomphé, voilà ce que dit le docteur Dave. Quand le nouveau système aura triomphé, les gens devront signer un serment d'allégeance, affirmant qu'ils n'ont pas de réserve à son sujet et ne restent pas attachés à un seul système. Comme ce serment d'allégeance entraînera l'acceptation de la nouvelle religion, autrement dit l'apostasie pour les catholiques, il est évident que aucun catholique ne pourra signer ce système. Que fera-t-on des gens qui refusent de signer? Il n'y aura pas de place pour ceux qui ne voudront pas se conformer.
il n'y aura plus de place pour ceux qui ne vont pas se conformer au système. Nous ne pouvons pas laisser de telles personnes traîner sur place, nous les emmènerons dans des centres spéciaux, des camps de concentration, mais on s'arrangera, il n'y aura pas de martyrs. Et le docteur D a précisé, les personnes en cause disparaîtront plus ou moins simplement, on les fera disparaître sans que ça se voit. Qu'est-ce qu'on peut dire comme conclusion de ce document? On peut dire, il y a une source évidemment assez bizarre, puisque c'est une conférence qui a été faite par un homme relativement connu, le docteur Day, en 1969, qui a été mise par écrit 20 ans plus tard par le docteur Dunegan, qui est un homme sérieux, qui a mis ça en 20 ans plus tard, quand il a vu que les choses se réalisaient. Et est-ce vraiment crédible? Je crois que c'est crédible parce que tout ce qui a été indiqué correspond à ce que nous avons vu une grande partie de ce qui est annoncé correspond à ce que nous avons vu, ou ce pourquoi c'est fait pour vraiment la RAC. Elle essaie de restreindre la population mondiale de tous les côtés avec les grands groupes écologistes. C'est un peu un leitmotiv de notre époque. La politique de bonification des naissances, les enfants limités de l'enfance, c'est réalisé en Chine et ça envoie de se réaliser ailleurs. La séparation entre activité sexuelle et reproduction, c'est une chose qu'on voit avec la fécondation in vitro. La diffusion des produits contraceptifs dans les écoles, annoncée par le docteur Day, c'est ce que nous voyons aujourd'hui. C'était invraisemblable en 69, alors que les contraceptifs étaient à peine, avaient commencé à être connus. Le développement de l'homosexualité avec la pub d'État, c'était complètement invraisemblable en 69, maintenant c'est réalisé. Les nouvelles technologies peuvent maintenant réaliser en totalité, on disait par 69, maintenant avec l'expansion de l'informatique, on a des moyens extraordinairement efficaces pour réaliser un ordre totalitaire. La légalisation progressive de l'euthanasie, c'est une chose qui est pratiquement déjà faite dans les pays comme la Belgique ou la Hollande. L'apparition de maladies incurables, on a l'exemple du sida. Le projet d'une religion mondialiste éliminant les autres religions, ça se met en place avec en particulier le système qui s'appelle IRI. L'usage du terrorisme dans la lutte politique, on l'a vu avec l'affaire de septembre. En septembre, c'est du terrorisme qui a été fait par des organismes d'État dans un but politique très précis. Enfin, la numérisation des transactions financières, c'est fait depuis longtemps. Ce n'est pas encore exploité à l'échelle étatique, mais ça peut l'être du jour au lendemain. Donc on voit que ce texte est crédible parce qu'une grande partie de ce qu'il annonce est réalisé, et ce qui n'est pas encore réalisé correspond à la propagande mondialiste actuelle. Qu'est-ce qu'on peut dire comme conclusion? Nous avons affaire à un complot en bonne et due forme. C'est vraiment un complot. Ce titre-là, quand on voit la méthode, l'esprit de suite de ces gens-là, qui annonce 40 ans à l'avance ce qu'on voit aujourd'hui, ça prouve qu'il y a quand même une organisation structurée par derrière. Ce nouveau système est essentiellement matérialiste. On considère les hommes comme sur un plan purement utilitaire, quand l'homme devient liquide, etc. Il est évidemment inacceptable pour un catholique, aussi bien pour une naturelle que pour une surnaturelle. Il faut bien voir que les opposants au système seront éliminés discrètement en leur rendant la vie impossible, parce qu'ils s'ils refusent le système, ils n'auront plus de carte de crédit, ils ne pourront plus rien acheter, ils n'auront plus on peut leur supprimer tout, on peut pratiquement les empêcher de vivre purement et simplement. Et on voit très bien dans l'assistance du docteur Dess, il y a deux points qui pour eux sont deux obstacles fondamentaux. Sur le plan naturel, c'est la famille. Il faut donc rendre la famille aussi détruite que possible, aussi moins efficace. Il y a d'une part la famille sur le plan naturel, et l'Église catholique qui est considérée comme la religion la plus grande chose qu'il faut éliminer en premier. Qu'est-ce qu'on peut envisager comme réaction contre ce goulag que nous propose la nouvelle, que constitue le véritable goulag, que constitue le nouvel ordre mondial? L'Église étant menacée en premier lieu, il faut d'abord recourir à Saint Joseph, qui est le patron de l'Église universelle, parce qu'il y a là une menace pour l'Église qui est terrible. Deuxième aspect, je crois que c'est une bonne chose, réagir contre, prendre le contre-pied des déclarations proposées. Je n'ai pas eu le temps de m'étendre sur certains aspects que vous verrez dans la brochure, mais en particulier, il montre qu'il faut absolument dresser les générations les unes contre les autres. Il ne faut pas que les petits-enfants connaissent leurs grands-parents. Si les petits-enfants ne connaissent pas leurs grands-parents, ils admettront plus facilement qu'on les liquide.
Donc il faut prendre le contre-pied des relations proposées et développer les liens familiaux le plus possible. Donc il faut apprendre à vivre avec pauvreté, parce qu'ici, évidemment, on passe dans les gens qui refusent le système, mais il faudra vivre avec des moyens réduits. Il faut s'efforcer à faire comprendre autour de nous le mondialisme. Les gens ne croient pas à ces doctrines-là. C'est une sorte d'aveuglement de gens qui refusent de voir les choses dans la réalité. Donc on voit le mondialisme aux gens autour de nous qui ne veulent pas croire qu'il y en a un danger terrible. Et nous n'avons pas le moyen d'empêcher complètement ce danger, mais on peut au moins le ralentir si on fait connaître à davantage de gens le péril en cause. Lutter contre les forces qui soutiennent le mondialisme, alors il est évident que le bouquin de Dr. Dess, ce n'est pas un exposé complet, simplement, c'est la projection d'une image, d'un programme. Il faut donc lutter contre les forces qui soutiennent le mondialisme et tenir le compte du fait que notre Seigneur a produit dans l'Évangile que nous serons vainqueurs en définitive, puisque les portes de l'enfer ne progresseront pas contre l'Église, et Notre-Dame a prévu à Fatima, à la fin, mon cœur est immaculé triomphe. Mais il y a un point que je voudrais aborder, qui joue carrément sur ce sujet, c'est la question de l'Antéchrist. Il faut bien se voir, il est évident que ce vol mondial, c'est forcément la préparation de l'arrivée de l'Antéchrist. L'Antéchrist arrivera un jour ou l'autre, nous ne savons pas à quelle date. Nous savons qu'il régnera pendant 3 ans et demi, le chiffre est donné 2 fois dans l'Écriture. Nous savons que notre Seigneur les détruira au bout de 3 ans et demi, et que cette perception de 3 ans et demi sera terrible. Nous savons qu'en principe, ce sera un juif de la tribu de Dan, fils d'un évêque. Voilà quelques éléments qu'on connaît sur l'Antéchrist. Mais sur l'Antéchrist, il y a une erreur assez fréquemment répandue, c'est de croire que la mort de l'Antéchrist, c'est la fin du monde. Et là-dessus, on peut prendre cette référence au sérieux ou pas, je crois qu'elle est quand même très importante. Mélanie Calva, à qui la Sainte Vierge est apparue en 1946 à la Salette, a beaucoup parlé, elle a eu une correspondance considérable pour faire connaître autour d'elle le message de la Salette. On a d'elle environ 3000 lettres qu'elle a écrites, et 1000 d'entre elles ont été mises dans des bouquins qui reproduisent ces lettres. Et ce qui fait qu'on connaît bien sa pensée sur pas mal de choses. Et elle a souvent parlé de fin du monde. Et voilà ce qu'elle dit là-dessus. C'est une erreur grande si on veut fixer. C'est une erreur grande si on veut fixer la fin du monde avec la fin de l'Antéchrist. Après la chute temporelle et corporelle de l'Antéchrist, l'Église fleurira plus éclatante que jamais. Les Juifs restés vivants embrasseront la foi, les chrétiens restés vivants seront renouvelés dans une foi vive. Il n'y aura plus hors de l'Église catholique aucune religion ni secte, et la paix sera la plus belle, la plus universelle, régnera pendant des siècles, après quoi la foi de nouveau se refroidira. Donc, pour Mélanie Calva, il y a un petit nombre de siècles entre la mort de l'Antéchrist et la fin du monde. Et au début, il y aura un véritable retour de la chrétienté, pour un certain temps, avec la mort de l'Antéchrist. C'est pour ça que quand on s'intéresse à la chrétienté, on s'intéresse à connaître ce que ça représente, qu'est-ce que c'est qu'un ordre social chrétien, c'est très important parce que ce n'est pas une fiction pour l'avenir, on est certain que ce sera à nouveau réalisé. Et donc un petit nombre de siècles entre la mort de l'Antéchrist et la fin du monde. Mais il dit également, aussi loin que je regarde, je ne vois pas de paix paisible jusqu'après le passage de l'homme de mal. Autrement dit, il estime qu'il n'y aura pas de redressement complet. Il y aura l'Antéchrist, et le redressement arrivera après l'Antéchrist, et là, ça correspond à ce qui est exposé dans le message de la Salette. Elle pensait en 1892 que l'approche de l'Antéchrist était relativement proche. D'ailleurs, également, la pensée de Pudis qui en a parlé. Je cite ce qu'elle disait. Je pense toujours que l'Antéchrist, que son temps de paraître n'est pas très éloigné. Quant aux autres antéchrists, il n'y en a jamais tant eu sur la Terre qu'il n'y a aujourd'hui dans toutes les sociétés. Puis, Saint Pédis, dans une encyclique de 1903, disait également un peu la même chose. Parlant de la guerre impie qui a été soulevée, qui va presque partout contre Dieu, Saint Pédis précise,
Celui qui pèse ces choses a le droit de craindre qu'une telle perversion des esprits ne soit le commencement des maux annoncés pour la fin des temps, et comme leur prise de contact avec la terre, et que véritablement le Fils des perditions dont parle l'apôtre, déjà fait son avènement parmi nous, il disait ça en 1903. Donc on peut dire que l'Antéchrist est relativement proche, et c'est l'Antéchrist qui exploitera ce régime de goulag que nous avons donné quelques détails d'après les prévisions, le programme fixé par le docteur D. Donc, reprenons la conclusion de l'exposé que j'avais fait sur cette question Antéchrist. Devant ces événements qui sont assez terribles, il faut d'abord garder la paix intérieure, qui, après la grâce, est le trésor le plus précieux que nous possédions. Il faut tenir compte de la parole de notre Seigneur, que je cite à nouveau, le calendrier disait-il à Sainte Marguerite Marie, je régnerai malgré les ennemis et tous ceux qui voudraient s'y opposer. Il régnera sur la terre, et pour être mondial. La restauration de la chrétienté n'est possible que par une intervention divine, le message de la sainteté s'entend qu'il n'interviendra qu'après la chute de l'Antéchrist. Et je pense que c'est l'occasion de montrer à quel point les messages de la Salette d'un côté et de Fatima de l'autre sont importants pour bien comprendre cette marche au mondialisme et ne pas s'en affliger abusivement. C'est une épreuve qui est permise par le bon Dieu et nous aurons certainement des grâces d'État pour y résister. Voilà, je vais terminer sur ça.